Nous allons voir les personas. Tout d'abord, une définition du persona. En 2, pourquoi l'utiliser. En 3, persona principal. En 4, persona secondaire. En 5, persona négatif. Donc, c'est les 3 types de personas qu'on va voir. En 6, utilisation des personas dans le processus de développement. En 7, méthode de test avec les personas. En 8, lancement du projet. 9, mise à jour continue des personas. 10, influence des personas. 11, exemple de personas adaptés aux équipes de conception. 12, résumé et ensuite la conclusion. Il faut savoir que pour le 3, 4, 5, j'ai fait des personas designés. Tandis que pour le 11, j'ai fait un des personas textuels. Donc vous verrez les différences qu'il y a. Dans tous les cas, c'est possible de faire les deux. Tout d'abord, c'est quoi un persona? Le persona constitue le portrait imaginaire d'une cible privilégiée par l'entreprise pour la vente de produits ou de services. Il représente toutes les données qualitatives et quantitatives récoltées. Il se base sur des caractéristiques de cible réelles afin de créer des profils de consommateurs qui permettront de développer une offre ou un parcours client efficace, adapté et rentable. Pour résumer, ça permet de clarifier les besoins des utilisateurs, de créer des solutions adaptées à leurs attentes et d'améliorer la communication des équipes. Mais pourquoi l'utiliser? Alors, les personas, ça permet de se mettre à la place des utilisateurs et de savoir leurs attentes, de savoir ce qu'ils veulent comme produit. Ça facilite donc la prise de décision et c'est un gain de temps et d'efficacité. Maintenant, voyons le persona principal. Le persona principal représente l'utilisateur le plus important. Il influence directement les décisions de conception et de stratégie. C'est la cible prioritaire pour laquelle le produit ou service est optimisé. Le persona principal va jouer plusieurs rôles essentiels. Le persona principal, donc ce qu'il faut savoir de son rôle. Il oriente la conception du produit-service, il détermine la communication et le ton, il priorise les actions marketing et commerciales, et il anticipe les besoins et attentes. Donc, on va prendre un exemple tout simple pour un outil de gestion de projet. Donc, par exemple, un chef de projet junior, il a besoin d'une interface intuitive, une aide intégrée, un tutoriel pas à pas. Il est manager d'équipe, donc une vue d'ensemble des projets, un reporting automatisé, des notifications intelligentes. Freelance, multi-projet, donc il faut une organisation flexible, synchronisation avec Google Calendar et Slack. Il a une équipe hybride, donc à moitié présentiel, à moitié distanciel, donc une collaboration en temps réel, centralisation des documents, accès mobile optimisé. Donc si on prend un exemple concret, on a Olivia Wilson. Donc bon, c'est une femme qui a 30 ans, elle a un bac+5 en management de projet, elle est actuellement comme poste, elle est chef de projet en agence digitale et son adresse est 8 rue de la Paix à Pau. Donc sa situation, elle travaille en équipe avec des designers, des développeurs et des clients. Elle gère plusieurs projets à la fois, souvent dans des délais vraiment très courts. Donc elle utilise des outils numériques pour l'organisation et la gestion de projet. Elle reçoit souvent des retours clients et supervise la production des livrables. Concernant sa biographie, sa carrière, elle a 5 ans d'expérience dans des grandes agences. Le rôle actuel responsable de la gestion des projets et de la coordination des équipes de création et de développement. Son lieu de travail, donc c'est un bureau d'agence digitale, environnement dynamique et collaboratif. Motivation, donc elle veut maximiser l'expérience de son équipe et améliorer la gestion du temps. Accélérer le suivi des projets et des tâches, fournir une visibilité claire aux clients tout au long du processus, faciliter la communication et éviter les erreurs humaines qui sont liées à de la gestion manuelle, parce qu'il vaut mieux informatiser certaines tâches. En ce qui concerne cet objectif, donc, elle veut gérer efficacement plusieurs projets simultanément sans faire preuve de confusion, suivre l'avancement des projets en temps réel pour éviter les retards. Elle veut gérer les priorités de façon claire pour éviter les surcharges et ainsi assurer une bonne coordination entre les équipes. Niveau frustration, elle veut éviter de perdre du temps avec des outils peu adaptés à la gestion collaborative, difficulté à suivre l'évolution de projets complexes
en raison d'une interface trop compliquée ou non centralisée. Des clients qui demandent des changements fréquents. En général, quand les clients demandent des changements fréquents, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc, il faut reprendre à zéro. Bon, pas tout, mais en partie, ce qui permet de revenir sur les bases et de mieux avancer. Au niveau de sa personnalité, donc c'est une personne organisée, communicative et axée sur la collaboration, proactive et qui cherche toujours à optimiser les processus, sensible à la qualité du service client et à la gestion des relations, à l'écoute des personnes. Donc niveau technologique, comme on peut le voir, elle est plutôt douée en technologie. Et réseaux sociaux, donc elle passe 1 à 2 heures par semaine sur LinkedIn et 15 à 30 minutes par jour sur X. Donc avant ça s'appelait Twitter. Le persona secondaire. Donc le persona secondaire, c'est un utilisateur qui est important. Mais c'est pas la priorité principale de l'entreprise. Il a des besoins qui sont différents du persona principal. Il peut influencer certaines décisions. L'objectif est de trouver un équilibre. Pour ce persona secondaire, comme on peut voir dans les rôles secondaires, c'est d'élargir le marché, de toucher d'autres segments, d'optimiser l'offre sans perdre en cohérence, de concevoir des fonctionnalités complémentaires et de favoriser la diversification de l'entreprise. Donc, on a quelques exemples pour outils de gestion de projet. Donc, si c'est un développeur ou une développeuse front-end, on a l'intégration avec GitHub, des suivis clairs des tâches de technique, commentaires sur les tickets, etc. Client de l'agence, un accès simplifié à l'avancement, possibilité de valider des étapes interface épurées, une assistante administrative et des stagiaires ou alternants qui viennent renforcer l'équipe. Voici un exemple concret. Donc Tom Bordenave, donc c'est un homme, il a un bac+2 en développeur web et web mobile. Alors DWWM, c'est l'acronyme. Donc, comme poste au travail, il est développeur front-end, donc il habite à Toulouse. Il travaille sur la mise en œuvre des éléments visuels et interactifs du projet. Il interagit avec des designers et des chefs de projet. Il doit pouvoir suivre l'avancement du projet, respecter les délais de développement et s'assurer que les livrables sont conformes aux exigences. Donc, il a plusieurs années d'expérience et donc il crée du code en JavaScript. Comme on peut le voir, bon, il a plusieurs motivations. Il dispose d'outils centralisés pour suivre l'évolution des tâches techniques et leurs avancements. Donc voilà. C'est pas une personne qu'on priorise parce que c'est pas un manager, mais il est intéressant quand même à prioriser parce qu'il va utiliser des outils techniques. Comme on peut le voir ici, il utilise GitHub et il passe aussi du temps sur LinkedIn. Les technologies lui permettent de collaborer. Le persona négatif, c'est un utilisateur ayant un profil que l'on ne désire pas cibler. Le produit ne correspond pas à ses attentes. Il n'a pas le profil d'un utilisateur qui est souhaitable par l'entreprise. Son comportement, en fait, il pourrait carrément nuire à la rentabilité ou à l'image de l'entreprise. Donc, le rôle du persona négatif, donc il faut délimiter le public cible, éviter les pertes de temps et d'argent, protéger la marque et son image, éviter des efforts marketing inutiles. Donc, c'est un utilisateur non organisé, pas de structure claire, il s'éparpille facilement. Le chef de projet n'utilise pas vraiment la technologie. Il préfère les vieilles techniques, par exemple tout imprimer et traiter les papiers plutôt que d'utiliser des mails. Pas de collaboration et, comme je viens de le dire, une entreprise non numérique. Donc voici un exemple avec Rose Stone. Donc elle travaille dans une entreprise qui est hyper conservatrice. Donc elle a 15 ans d'expérience dans les environnements, mais pas très digitaux, avec prédominance sur des gestions manuelles et des communications par mail. Donc elle refuse de changer parce que ça lui fait peur, d'une certaine façon. Donc comme on peut le voir, elle excelle dans Trello et dans les emails, mais enfin dans Excel et email pour les technologies, mais pas du tout dans Trello, où elle a une très faible note. Donc elle utilise occasionnellement LinkedIn et pour des raisons personnelles Facebook. Donc c'est-à-dire que la technologie, c'est pas sa spécialité. Maintenant, on va voir l'utilisation des personas dans le processus de développement. Donc l'idéation, c'est quoi? L'idéation ne peut pas exister si nous n'avons pas au préalable fait ce travail d'identification des problèmes. L'objectif, c'est de créer
et d'imaginer des hypothèses par rapport aux problèmes qu'on a définis grâce au persona. Les hypothèses doivent être des potentielles solutions aux problèmes. Ces idées ne doivent donc pas être purement dues à l'intuition, mais bien à des résultats obtenus lors de recherches utilisateurs. C'est donc dans cette situation que ce qu'on appelle un brainstorming et le travaux de groupe peuvent être intéressants pour réunir les hypothèses de chacun afin de trouver les meilleures idées possibles. Maintenant, le prototypage, qu'est-ce que c'est? Le prototypage, c'est une étape de concrétisation des idées. Grâce au wireframe, aux maquettes, aux prototypes, le but est de rendre réelles les idées que l'on a pu générer. Cela permet de voir le rendu et de mieux comprendre les enjeux qui existent autour de son produit et de ses idées. Il est en effet difficile d'étudier des hypothèses sans les mettre en forme. Grâce à ces mises en forme, on peut voir si elles correspondent aux attentes et répondent aux besoins du persona qu'on a construit, ou si des ajustements doivent être faits. L'étape du test va servir à déterminer si oui ou non l'hypothèse et les idées sont bonnes. Tester, c'est une étape cruciale qu'il ne faut pas négliger. S'arrêter au prototype avec la certitude que le prototype est adapté au persona, c'est pas une bonne idée. C'est d'ailleurs une très mauvaise idée. L'objectif avec le test est de mettre en place des méthodes afin d'avoir des retours sur les idées que l'on a mis en place concernant un produit. L'avantage de ces retours est qu'ils vont être parfaitement objectifs car ils viennent de nos utilisateurs et de notre cible. Le mieux est de tester le plus rapidement possible. Plus vite on a les retours négatifs qui apparaissent et plus vite il est possible d'éliminer les idées et les hypothèses qui ne fonctionnent pas. De plus, les retours des utilisateurs permettent également d'obtenir de nouvelles idées et donc d'obtenir de nouvelles solutions auxquelles on n'a pas pensé. Il y a deux méthodes de test avec les personas. Le test utilisateur, l'A/B testing. Le test utilisateur consiste à donner une liste de tâches à faire à des utilisateurs afin d'observer le comportement lorsqu'ils utilisent le produit en question. Le but, c'est d'observer le comportement, les ressentis et les commentaires qu'ils vont avoir lorsque c'est testé. En faisant cela, de nouvelles solutions peuvent être générées. L'A/B testing consiste à tester deux variantes d'une page web afin d'observer quelle variante est la plus optimisée en termes de conversion. Cela va permettre de savoir objectivement quelle est la modification et la solution qui fonctionne le mieux. Ce test est donc plus centré sur les sites web et sur les stratégies de conversion. C'est moins courant, donc pour les produits numériques qui sont purs. Maintenant, parlons du lancement du projet. Lors de toute la durée du processus du projet, c'est primordial de tenir ses personas à jour. Cela garantit de toujours rester dans la bonne direction et de rester dans l'optique de répondre aux besoins des clients visés. Ne pas tenir ces personas à jour, c'est s'attendre à ce que le projet ne réponde pas aux attentes des utilisateurs et donc de risquer que le projet ne soit pas utilisé et approuvé par des clients. Maintenant, l'influence des personas sur la création de fonctionnalités, la navigation et les priorités du projet. Alors, pour la partie centrée sur l'humain ici, en se concentrant sur l'humain et en se recentrant dessus, les personas permettent de définir une typologie des utilisateurs afin de créer un produit proche de leurs besoins réels et de n'oublier aucun élément clé. Pour le référentiel commun, en créant un vocabulaire précis et commun pour décrire les attentes d'un certain type utilisateur, les personas facilitent la communication et la compréhension au sein de l'équipe, voire même au sein de l'organisation, pour concentrer les efforts de conception sur un objectif commun. Lors des réunions, on ne parle plus de ce que les utilisateurs voudraient, mais de ce que Lucie, par exemple, auto-entrepreneuse, attend d'une application bancaire. Le nom du persona agit comme un raccourci pour un ensemble des attributs, des désirs, des comportements qui doivent être pris en considération. Lors de la prise de décision de conception, il permet d'éviter
les interprétations et jugements personnels des parties prenantes, en ancrant davantage dans la réalité les besoins utilisateurs. Identification et priorisation. Une fois que l'équipe peut imaginer le même ensemble d'utilisateurs, elle peut prendre de meilleures décisions stratégiques. Lors de la prise de décision de conception ou de stratégie, les personas permettent d'arbitrer et de prioriser les différentes fonctionnalités en fonction des bénéfices pour concevoir une expérience agréable et utile à un ensemble défini d'utilisateurs cibles. Maintenant, concernant l'empathie. Les personas favorisent l'empathie, ce qui stimule la créativité et captive davantage les parties prenantes, que le feraient par exemple des données quantitatives ou démographiques. Parce qu'ils ne se projettent plus aisément, les concepteurs traduisent les motivations et comportements utilisateurs dans le développement et le design de l'application. Pour reprendre l'exemple, Lucie gère elle-même ses comptes. Elle fait preuve d'une attention particulière dès qu'elle procède à un paiement ou qu'elle réalise un virement. Les designers vont alors ajouter des étapes de vérification et de confirmation dans la conception de l'application. Maintenant, on va voir d'autres personas, les personas textuels dont j'ai parlé. Donc, persona B2C, Business to Customer, et persona B2B, Business to Business. Donc, persona B2C. On a un persona pessimiste. Le persona cible, Sabine Dupont, propriétaire d'une maison. Donc, on a ses informations générales. Donc, elle s'appelle Sabine Dupont, elle a 40 ans, célibataire, propriétaire de sa maison. Elle est divorcée et mère de 2 enfants, 12 et 8 ans. Professeure avec un revenu brut annuel de 30 062 €. Elle habite dans une maison individuelle avec un jardin en banlieue. Ses objectifs financiers, donc gestion de son budget avec un certain niveau de stabilité, recherche de solutions économiques mais durables. On a également son comportement d'achat, financement. Sabine veut s'assurer que la piscine ne représente pas une trop grande dépense immédiate et s'intéresse donc aux solutions de financement adaptées. Elle aime ce qui est esthétique, mais elle fait attention quand même à l'empreinte écologique. Et par contre, au niveau de l'espace et fonctionnalité, son terrain étant étroit et irrégulier, elle cherche des solutions personnalisées pour optimiser son espace. Donc, on a aussi des sources d'informations de ce qu'elle fait. Par exemple, elle fait des recherches en ligne. Il y a le magazine spécialisé, comme 60 millions de consommateurs. Je préviens tout de suite que je n'ai aucun lien avec ce magazine. Donc, je connais juste de nom. Voilà. En tant que professeur, mais je sais que ça donne beaucoup de bons conseils là-dessus. Elle va voir des blogs et forums et elle va dans des salons et événements. Ensuite, elle a aussi des objectifs et challenges comme créer un espace agréable à vivre et apporter une plus-value à sa maison. Donc, toujours là concernant, ça c'est ses objectifs et challenges, on a également ses freins. Les risques liés à l'entretien, le doute sur les coûts cachés, les processus complexes, mais on a également les leviers qui sont des conseils clairs et pratiques qu'elle souhaite, des informations transparentes, un suivi personnalisé. Elle veut une garantie sur la qualité et le service après-vente et des solutions pratiques. Maintenant, un wedding planner. Donc, on a Marine Dubois, qui est une dame d'honneur. Donc, elle a 28 ans. Elle est d'origine basque, diplômée en médecine. Elle est en couple. Elle est mariée prochainement à Thomas. Actuellement, elle est dame d'honneur, voilà. Très autoritaire et déterminée, elle prend en charge l'organisation de tout le mariage. Donc, comme on peut le voir, elle est très autoritaire, comme je l'ai dit. Elle prend en charge totalement les préparatifs et Thomas s'en désintéresse. Elle a un esprit collectionneur. Donc, ses sources d'informations, on les a ici. Les objectifs et challenges. On a les freins et on a les leviers. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en général, je dis toujours qu'il faut mettre... donc là, j'ai mis, par exemple, des sources d'informations, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont chercher les infos, combien de temps ils passent sur... Je n'ai pas mis le temps qu'ils passaient exactement sur les réseaux sociaux, mais voilà, en général, il faut le mettre. Donc là, on a un comptable en ligne, Aline Legrand,
Donc, on sait où elle travaille, dans quoi, etc. Son comportement d'achat. On a les sources d'information, ses objectifs et challenges. Ici, on a les freins et les leviers. Et là, on a un assureur visant les entrepreneurs et TPE. Donc, voilà, Jean-Marc Dupont, 42 ans, etc. Donc, toujours pareil, hein, ça se ressemble un petit peu dans les personas textuels. Concernant, donc maintenant on va résumer le tout. Un persona, c'est une représentation fictive d'un utilisateur type qui est basé sur des données réelles et des observations. Le persona principal, il représente le cœur du public visé, il influence la conception du produit ou du service, il répond à ses besoins pour maximiser la satisfaction, il définit le ton, le marketing et les canaux à privilégier. Le persona secondaire, besoin de différents mais reste pertinent, permet de toucher de nouveaux clients, influence les développements des services annexes, aide à diversifier l'offre sans perturber l'expérience du persona principal. Le persona négatif, alors, il identifie les profils qui ne sont pas adaptés au produit, il prévient la perte de temps, d'énergie et de ressources, réduit les risques d'insatisfaction et de mauvaise réputation, aide à mieux orienter le marketing et les décisions commerciales. Mais ce qu'il faut savoir dans le persona négatif, c'est que parfois certains peuvent être quand même intéressants. Si on prend par exemple, j'avais une apprenante qui avait fait quelque chose sur un top modèle, mais qui détestait l'eau. Donc forcément, elle n'allait pas aller dans un camping avec une piscine, ou alors elle allait se tenir très éloignée de la piscine. Sauf si elle allait avoir un contrat en lien avec la piscine et qu'elle était obligée d'apprendre à nager. Dans ce cas-là, on pouvait potentiellement allouer un petit budget là-dessus. Mais c'était pas la priorité absolue. Le rôle des personnels en développement. Pendant l'idéation, ça aide à générer des idées pertinentes et centrées utilisateurs. Pendant le prototypage, ça oriente le choix du design, des contenus et de navigation. Pendant les tests, ils servent de base pour sélectionner les bons profils testeurs. Tout au long du projet, ça influence les fonctionnalités à développer, les priorisations et les structures de navigation. Ils doivent être mis à jour régulièrement selon les retours terrain, les évolutions du marché ou du projet. Et après le lancement, ils servent à analyser la pertinence des choix qui ont été faits et ajuster si besoin. Pour conclure, les personas, c'est un outil puissant pour mieux comprendre les utilisateurs et orienter efficacement la conception d'un produit, d'un service ou d'une stratégie. En combinant plusieurs types de personas, on s'assure de créer des expériences pertinentes, efficaces et adaptées aux bons utilisateurs. L'essentiel, c'est de toujours se baser sur des données réelles et d'ajuster ses profils au fil du temps pour rester en phase avec l'évolution des besoins.